de l'avenir. Et la Russie s'est exprimée en faveur du secrétariat général de cette composition. Et nous avons préparé le sommet, mais j'aimerais dire sans se bercer d'illusions. Il y a eu beaucoup de manifestations ambitieuses avec beaucoup de déclarations ronflantes. Par exemple, le sommet du millénaire avait décidé de libérer les peuples contre la guerre. Et nous voyons que les États-Unis, à la tête de ceux qui le souhaitaient, s'est investi en Irak sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Au sommet mondial de 2005, nous avons exprimé notre attachement en faveur de la paix et des principes de la Charte des Nations Unies. Cette obligation sacrée a abouti au fait que en 2008, le Géorgien Saakashvili a agressé les responsables russes du maintien de la paix ainsi que l'Ossétie. Il a détruit l'intégrité territoriale et a mis à mal la stabilité de ses voisins. En 2015, au sommet du développement durable, on a adopté des plans de lutte contre la pauvreté et tout ceci est resté lettre morte car les pratiques néocoloniales se sont poursuivies. On le voit d'après les statistiques de financement du développement des pays du Sud et du transfert des technologies. Comme l'ont dit Kofi Annan et Ben Ki-moon, secrétaires généraux des Nations Unies, mais à quoi bon un sommet de millénaire lorsque on ne respecte pas les principes de la mondialisation dont on nous a parlé et sans qu'il n'y ait un accès à tous dans la civilisation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons des problèmes, bien sûr, pour la liberté d'expression, l'accès à l'information, la concurrence loyale en respectant des règles. Le secrétaire général a parlé de la coopération mondiale lorsque les pays occidentaux adoptent des sanctions contre une majorité d'États et lorsque il parle d'armement. Pendant plus de 60 ans, Cuba a été sous embargo, avec un certain nombre de membres de la communauté internationale. Nous avons vu que Washington bloque le commerce mondial et empêche les réformes structurelles qui ne reflètent depuis très longtemps pas le nouveau système financier. L'Occident veut également transformer l'ONU en un instrument pour ses propres intérêts. Il s'agit de travailler à des nouvelles solutions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de la minorité de l'Occident. Le secrétariat de l'ONU doit proposer des idées, proposer des compromis et des variantes et ne pas justifier le travail de l'ONU pour le bien unique des Occidents. Il est peut-être bien tard, mais nous devons travailler en fonction des réalités et en fonction de la confiance sur la base des principes de souveraineté, d'égalité de tous les États. Pourtant, la confiance est mise à mal. Il s'agit de travailler dans un format étroit sur des questions comme l'administration de l'Internet et le cadre juridique de l'utilisation des technologies et de l'intelligence artificielle. Ces problèmes concernent l'ensemble de l'humanité et
doivent se faire sur une base universelle et en s'efforçant de ne pas défendre des intérêts unilatéraux. Il s'agit de faire participer l'ensemble des membres de l'ONU. C'est pour cela que nous devons le faire dans le cadre de pourparlers, d'un cycle de pourparlers plein. Il faut et loin des manipulateurs occidentaux. Et loin des déclarations bien formulées en anglais. Il s'agit de faire des sommets mondiaux des instruments pour respecter les résolutions des Nations Unies. Aujourd'hui, il y a un véritable sabotage s'agissant du règlement de la situation au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine. L'exemple type en est ce qui a été fait pendant 80 ans par consensus sur les résolutions de la création d'un État palestinien indépendant, coexistant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Il ne peut pas y avoir de justification du terrorisme dont les Israéliens ont été victimes le 7 octobre. Mais tous ceux qui ont souffert se sont rendus compte que la tragédie d'octobre a été utilisée pour une punition massive et collective des Palestiniens avec une catastrophe humanitaire. L'armement américain a été utilisé pour cela. Il s'agit de renforcer les infrastructures, mais ce qui est important, il faut garantir la réalisation des droits des Palestiniens à l'autodétermination et le permettre, pas en parole, mais en acte, en créant un État avec une continuité territoriale dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Il faut s'éloigner des méthodes terroristes dont l'objectif politique est une attaque contre le Liban en utilisant des technologies civiles. Il s'agit non seulement d'un crime, mais aujourd'hui, on ne peut pas rester silencieux suite à ce qui a été publié dans les médias en Europe et ici aux États-Unis sur les implications de Washington, ou au moins sa participation dans la préparation de cet État terroriste, de cet acte terroriste. Nous devons essayer de travailler car cela a été fait. Il y a des preuves de la participation de certains États contre des infrastructures civiles. Je pense notamment à la question du Nord Stream et le résultat de la destruction de ces infrastructures est une souffrance de l'économie pour de nombreuses années, notamment à l'avantage des États-Unis. Et cela a été fait notamment avec la provocation du régime de Kiev et contre les citoyens de la Russie, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Il s'agit de mettre en place une situation. Nous devons respecter les différentes dispositions de la charte qui s'appliquent à tous les États, y compris à ceux qui appellent ouvertement pas à la coopération, mais à la loi de la jungle, et à ceux qui refusent de se mettre autour de la table. Nous devons respecter l'ensemble des règles. En Afghanistan, il y a eu une présence de 20 ans de la coalition. Le résultat de l'agression contre l'Irak a été la création de l'État islamique. Tout ceci a abouti à la destruction de la Libye, à l'instabilité au Sahel, ce qui a abouti à un immense flux de migrants avec voilà donc le résultat des aventures du non-respect de toutes ces règles. Nous devons trouver
de nouvelles méthodes. Et aujourd'hui sont utilisées des méthodes d'attentat contre les personnes, comme cela a été prouvé hier au Liban. En Équateur, au Soudan, dans les différents points d'Afrique, nous voyons que la sécurité doit être soit pour tous, ou alors il n'y aura de sécurité pour personne. Nous devons comprendre cela, c'est très clair. Dans le contexte de la sécurité européenne, la Russie, pendant des années, a essayé de dire à Washington, à Londres et à Bruxelles c'est de dire que les choses ne peuvent pas se faire en toute impunité. Un document officiel en 1999 à l'OSCE avait été signé pour que la sécurité soit assurée non pas sur le compte des autres, pour empêcher l'expansion géopolitique militaire de l'Europe, tant en Asie centrale qu'au Caucase, pour ne pas créer une insécurité indirecte contre notre pays. Aujourd'hui, dans le Pacifique, nous voyons les infrastructures de l'ONU. Il s'agit de créer un certain nombre de blocs politiques pour une architecture de la sécurité sous l'égide de l'ASEAN. Cela concerne le secrétaire général, mais il s'agit de ne pas accuser la Corée du Nord, la Russie, la Biélorussie, la Russie de menaces pour sa domination. Nous devons travailler, et nous voyons comment tout ça a été planifié à Londres et à Washington en 1945, en élaborant, y compris avant la fin de la guerre, une opération visant à détruire l'Union soviétique. Et en secret, la stratégie anglo-saxonne avait été déjà mise en place. Aujourd'hui, on veut détruire la Russie avec les néo-nazis de Kiev, mais aujourd'hui, l'Europe est entrée dans une aventure suicidaire. Non-sens également que l'utilisation de Kiev qui refuse d'entrer dans des négociations. Il s'agit de mettre en place un ultimatum en exigeant la garantir de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je rappelle au secrétariat que la charte ne parle pas que d'intégrité territoriale. L'article 1er de la charte parle de principe d'égalité entre les peuples. Et c'est important parce que cela a été écrit dans le processus de décolonisation qui doit être mené à bien jusqu'au bout, comme doivent encore le faire les Anglais ou les Français. Et dans les années 70, l'Assemblée générale à l'unanimité a fait une déclaration en disant que tous doivent observer l'intégrité territoriale de tous les États dont le gouvernement respecte l'ensemble des droits de la population qui vit sur un territoire donné. Je le souligne, c'est une décision de l'Assemblée générale après de longues discussions, déclaration à l'unanimité. Et aujourd'hui, les néo-nazis qui ont conquis le pouvoir à Kiev après février 2014 et ce coup d'État sanglant, eh bien, ne respectent pas les Russes de Crimée, du Donbass et ailleurs. Les leaders occidentaux, s'agissant des questions de droits de l'homme, se taisent sur le droit des peuples et notamment sur les questions liées à leurs clients de Kiev. Il s'agit de respecter les libertés et les droits fondamentaux des peuples, quelle que soit la race, le sexe, la langue ou la religion. Le droit des Russes, le droit de la culture des Russes après le coup d'État de Kiev, tout ceci a été foulé aux pieds. La langue russe a été éliminée de tous les domaines, les médias, l'éducation, l'État, la culture, y compris la vie de tous les jours.
on a même détruit l'église orthodoxe ukrainienne. Le droit des Russes à lutter pour la sécurité, mais pour la sécurité de la Russie et de toute l'Europe qui va se libérer du régime de Kiev et de l'OTAN. Voilà les premières régions de la crise ukrainienne. Et c'est important pour car c'est l'objectif de l'opération spéciale menée par la Russie sur des terres ancestrales. Nous devons travailler à ces initiatives. Il s'agit de travailler à des résultats constructifs et pour sortir de l'impasse de la formule de paix de Zelensky. Nous appelons l'ensemble des amis à tenir compte pleinement des faits et de la situation actuelle, sans s'écarter de la justice. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien, la paix ne sera pas possible. Cela a été proposé le 14 juin par le président Poutine lorsqu'il a montré sa bonne volonté, la bonne volonté de la Russie en faveur de négociations, perspectives qui ont été écartées par Kiev, ce qui a abouti au coup d'État de 2014, à l'explosion des accords de Minsk en 2016 et des accords d'Istanbul de 2022. Il s'agit d'une agression contre la Russie, mais cela bloque le fonctionnement de l'ensemble du système d'administration mondiale de la paix et de la sécurité. Ce n'est pas notre choix, c'est pour nous quelque chose qui se fait aux dépens de tout le monde. L'hégémonie est quelque chose qui aboutit à de grandes difficultés. Nous devons... Il faut prendre en compte les intérêts des petits et des grands pays, toute la valeur de la personnalité humaine, les droits des femmes, des enfants et surtout le droit des peuples à s'autodéterminer. Cela, c'est ce qui découle de la charte de l'ONU. De même que le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, dont la confirmation à la honte des membres de notre organisation a été bloquée par les États-Unis et leurs satellites lors de ce même sommet de l'avenir. Ils ont bloqué donc les décisions dans ce sens. Et donc, devant les participantes du Forum eurasiatique des femmes à Saint-Pétersbourg la semaine dernière, le président Poutine a rappelé que nous devons partager le caractère indivisible de cette sécurité et l'assurer partout dans la prise en compte des intérêts des uns et des autres. Et les pays occidentaux doivent renoncer à leur approche néocolonialiste. Il faut que les pays puissent faire valoir tous leurs droits sur l'ensemble des questions qui sont à l'ordre du jour dans toutes les situations face aux infractions que commettent les pays occidentaux. On voit renforcer le rôle des unions, des associations régionales, asiatiques, africaines, eurasiatiques, en Amérique latine aussi, ou la Ligue des pays arabes par exemple, l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN et d'autres. On voit se mettre en place des contacts entre ces unions régionales, tant entre elles et entre différentes organisations, et notamment avec les BRICS, puisque les pays recherchent une coopération qui soit mutuellement avantageuse, sans contrôle exercé par des pays occidentaux. Et donc, on a vu que le G7 ne peut plus commander la musique, comme on dit, mais le G20 est encore une plateforme de discussion. Et on a vu la mauvaise expérience des associations comme l'OTAN et que les pays occidentaux utilisent pour mettre en œuvre leur volonté. La Russie est pour une architecture de paix et de sécurité, et je tiens à le souligner, qui s'adresse à tous les pays de tout notre continent eurasiatique. Nous sommes prêts à travailler de concert avec tous les pays pour trouver des solutions qui satisfassent les intérêts de tous et défendent la
compétitivité des pays de l'Euroasiatique. Ce sera l'objet de la conférence qui s'ouvrira à Minsk le 31 octobre de cette année. Au mois de juillet, la Russie avait proposé des débats ouverts au sein du Conseil de sécurité pour travailler sur sa composition. Il nous paraît important de poursuivre ces discussions, tant au sein de l'ONU qu'ailleurs, car nous voulons renforcer la représentativité des pays du Sud dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous soutenons les candidatures du Brésil et de l'Inde et en même temps, nous cherchons à satisfaire les demandes du continent africain. Pour les pays occidentaux qui sont déjà surreprésentés dans les organes de l'ONU et du Conseil de sécurité, cela ne convient pas. Mesdames, Messieurs, nous avons encore une fois, nous rappelons la contribution de l'URSS dans la victoire contre le nazisme, avec plus de 27 millions de morts. Il n'y a pas de prescription pour ces faits-là. Les collaborationnistes, les bourreaux nazis voient qu'ils fleurissent dans les pays baltes, en Ukraine et au Canada. Aujourd'hui, notre monde a besoin de paix et non pas de confrontation. La Russie sera toujours sera toujours pour un travail collectif, pour la paix et la coopération dans ce qui a été stipulé dans la charte de l'ONU à sa fondation. Nous participons au groupe de travail des amis de la charte et nous sommes persuadés que la charte a toujours son actualité, mais nous considérons que tous ceux qui sont attachés au principe de cette charte ne doivent pas considère qu'on ne doit pas choisir tel ou tel article dans la charte, mais la respecter dans son intégralité, dans l'équilibre des intérêts nationaux de tous les pays, et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mettre en œuvre les principes dessinés dans la charte. Je vous remercie pour votre attention.